Rebonjour à toutes et à tous et re-bienvenue donc pour cette journée de conférence en ligne Daily FX FXCM. Les conférences se poursuivent et à mes côtés Luc Burguin de Novaspark Bonjour à pour une, tous. pour une présentation sur le trading haute fréquence. Donc bonjour Luc, Luc Burguin donc qui est venu exceptionnellement pour nous faire cette présentation. Mais avant cela, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sans marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM, Daily FX, ni aucun intervenant ne pourront en aucun cas est tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. C'est à présent au tour de Luc Burguin de prendre la parole pour le trading haute fréquence. Je vous rappelle également que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat et Luc se fera un plaisir d'y répondre. Bonjour à tous. Je m'appelle Luc Burguin. Je suis le directeur général de la société Novasparks, qui est spécialisée dans la fourniture de solutions basse latence pour l'accès aux données des places boursières. Donc rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous parler de Novasparks, mais pour vous parler de ce que font nos clients, c'est-à-dire les sociétés spécialisées dans le trading haute fréquence. Il existe beaucoup de croyances sur le trading haute fréquence et l'objet de cette présentation est de vous donner quelques éléments qui vous permettront de mieux comprendre cette industrie. Même si cette présentation va rentrer dans certains détails de l'infrastructure des marchés financiers, cette petite formation s'adresse à des traders ayant relativement peu de connaissances techniques en informatique et en électronique. Donc normalement, même les inconditionnels de l'iPad devraient s'en sortir. Alors j'ai un petit souci technique. Donc qu'est-ce qu'une place boursière? Ça marche pas sur... oui, oui, d'accord, à ce moment-là. Donc je reviens. Ah voilà, je vais utiliser ça. Très bien. Alors qu'est-ce qu'une place boursière aujourd'hui? Et ben en fait c'est un gros data center avec une batterie d'ordinateurs, comme vous pouvez le voir. Ces ordinateurs vont recevoir d'un côté des ordres d'achat et de vente. Ils vont essayer de les faire se rencontrer. Donc on parle de transactions évidemment si les ordres sont exécutés. Et enfin, ces ordinateurs vont publier cette transaction ainsi que les variations sur les carnets d'ordre pour les ordres qui n'ont pas pu être exécutés. Donc l'époque de la corbeille est bien révolue et pratiquement toutes les places boursières sont électroniques aujourd'hui. Toutes, non, il existe toujours quelques marchés, en particulier ceux des matières premières comme le CME à Chicago ou LME à Londres, qui utilisent encore partiellement la corbeille. Toute cette transition a démarré dans les années 80. Comme ces marchés sont principalement électroniques, on classe les techniques de trading en fonction de la méthode utilisée pour la décision de trading, même si tout le reste est fait par des ordinateurs. Donc, aujourd'hui, soit on fait du trading manuel, donc là, c'est un être humain, hein, c'est peut-être vous d'ailleurs, qui va faire le trading et qui va décider de placer un ordre d'achat ou de vente. Deuxième catégorie, le trading algorithmique, donc cette fois-ci, c'est un ordinateur qui va prendre cette décision. Donc un programme informatique va analyser les données du marché et décider de placer ou d'annuler des ordres d'achat et de vente. À l'intérieur du trading algorithmique, il existe une sous-catégorie que l'on appelle le trading haute fréquence, qui se caractérise par deux choses. D'une part, les positions ne sont prises que pendant quelques secondes, et aussi tous les ordres sont annulés avant la clôture de la place boursière. Donc un trader haute fréquence vide son portefeuille d'instruments financiers à la clôture des marchés. Maintenant, quelle est la répartition entre ces différentes approches de trading? Aujourd'hui, le trading haute fréquence peut représenter plus de 50% des transactions faites sur les places boursières, donc c'est quand même quelque chose de très conséquent. Par exemple, aux États-Unis, vous avez 11 marchés sur les actions entreprises et 70% des transactions impliquent un acteur du trading haute fréquence, soit l'acheteur, soit le vendeur, parfois même les deux côtés de la transaction. Donc le trading haute fréquence s'est développé à la fin des années 90 sur les marchés actions et futurs, puis s'est propagé sur les options, le forex et relativement récemment sur le marché des obligations. Je vous ai mis un tableau qui montre les volumes réalisés par les sociétés de trading haute fréquence sur le marché électronique BrokerTec, des bons du Trésor américain. Et là, ce que l'on voit, c'est que les 4 premières sociétés qui sont listées, donc Jump Trading, Citadel Securities, Tesa Technologies et Knight Capital, représentent collectivement plus de 60% des transactions et elles font toutes du trading haute fréquence. Au passage, Citadel Securities et Knight Capital sont aussi
les traders haute fréquence les plus actifs sur le CAC 40. Les sociétés de trading haute fréquence sont très secrètes, mais certaines sont tout de même cotées en bourse. Donc par exemple Virtu sur Nasdaq ou Flow Trader sur Euronext. Vous pouvez aller les voir en utilisant les symboles VIRT et Flow. Vous noterez que ces sociétés essayent en général d'éviter de dire qu'elles font du trading haute fréquence. Virtu se désigne comme un market maker et Flow Trader comme un liquidity provider. Donc deux façons assez prosaïques de dire que l'on fait du trading haute fréquence. Il existe au moins une centaine de sociétés qui ont une activité de trading haute fréquence. Et je n'ai listé ici que les plus connues. Certaines sont à l'origine des fonds d'investissement classiques, comme Citadel par exemple, qui gèrent les fonds de pension ou de familles fortunées. D'autres sont des sociétés gérant des fonds propres. Elles ont aussi des sites web, donc n'hésitez pas à leur rendre visite. D'une certaine manière, on peut considérer que beaucoup de banques d'investissement font aussi du trading haute fréquence. C'est leur côté market maker, dont on reparlera un peu plus tard. Une société de trading haute fréquence emploie typiquement une centaine de personnes, essentiellement des mathématiciens, des informaticiens qui vont mettre en place des algorithmes de trading, mais aussi des traders. Sauf que ces traders ne prennent aucune décision de trading. Ils se contentent de vérifier la bonne exécution de ces algorithmes. Ils vont aussi analyser dans les détails des situations de compétition et parfois guider les mathématiciens et informaticiens dans leurs choix pour les stratégies de trading. Je n'ai pas de montant pour le chiffre d'affaires consolidé qui serait fait par les sociétés de trading haute fréquence, mais sachez que l'on estime que ces sociétés ont investi collectivement 1,5 milliard de dollars en 2014 dans de nouvelles infrastructures. Donc là, on parle de serveurs, de routeurs, de logiciels, etc. Donc une société typique de trading haute fréquence peut très bien investir de l'ordre de 30 à 50 millions de dollars par an dans de nouvelles infrastructures. Donc c'est quand même très conséquent. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les profits sont en baisse, qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce type de business, et c'est évidemment aussi un monde qui est en pleine consolidation. Aujourd'hui, le ticket d'entrée est très élevé pour faire du trading haute fréquence et la concurrence est rude. Donc seules les sociétés qui finalement sont capables de réinvestir dans les infrastructures les plus efficaces survivent, et évidemment les petits se font inexorablement racheter par les plus gros. Les sociétés de trading haute fréquence sont aussi extrêmement secrètes et parfois ça vire vraiment à la paranoïa. Donc le niveau de sécurité, hein, quand on regarde les contraintes qui sont soumises aux employés, en particulier au niveau de la non-concurrence, n'ont pas grand-chose à envier à celles que l'on peut mettre en place dans les services secrets. Évidemment, les algorithmes développés valent de l'or. Il est totalement impensable qu'un mathématicien travaillant pour une société X puisse la quitter pour une société Y. La bonne nouvelle, c'est que les salaires offerts dans ces sociétés sont assez persuasifs, mais à nouveau assortis de clauses de non-concurrence quasi punitives. En tant que fournisseur en fait de ces sociétés comme Novasparks, il n'est pas toujours très facile de travailler avec ces sociétés-là, parce que finalement elles nous donnent très peu d'informations sur ce qu'elles font réellement. Donc il faut deviner ce qu'elles font. Par ailleurs, l'industrie financière pour le trading, même si elle est de plus en plus régulée et assez peu mature du point de vue des standards, beaucoup de ces sociétés veulent tout contrôler de A à Z dans leur développement et ne font pas spécialement confiance à des sociétés tierces. D'un autre côté, la réalité économique et en particulier les baisses de rentabilité font qu'elles ont de moins en moins le choix et qu'elles doivent rationaliser les coûts des parties non critiques pour leur business. C'est ce qui fait d'ailleurs une belle opportunité pour une société comme Novasparks. On va parler maintenant de market makers et de traders haute fréquence. Donc il y a un distinguo un peu subtil entre ces deux notions. À l'origine, les market makers, ce sont des sociétés qui avaient pour mission de fluidifier le marché en émettant simultanément des ordres d'achat et de vente et en faisant évoluer ces ordres au fur et à mesure de la journée. En retour, elles bénéficiaient d'une ristourne de la part du marché. Beaucoup de banques sont en fait des market makers. Et comme cette approche est aussi très utilisée par les sociétés de trading haute fréquence, il est difficile de faire aujourd'hui la différence entre les deux. D'une manière plus générale, les sociétés de trading haute fréquence vont exploiter toutes les anomalies du marché, par exemple une fourchette importante entre les ordres d'achat et de vente, en utilisant des techniques d'arbitrage. On peut considérer le market making comme une technique d'arbitrage sur un marché et un carnet d'ordre particulier. Finalement, la terminologie employée est plus associée à une valeur morale. Virtu, comme les banques, se considèrent comme des market makers, même si je soupçonne que certains en font bien plus que fluidifier le marché.
Si je veux marquer le trait, je dirais que les market makers, ce sont les gentils qui fluidifient le marché, alors que les sociétés de trading haute fréquence, ce sont les méchants qui scalpent les malheureux fonds de pension. Pour compléter le tableau, on va parler un petit peu aussi des dark pools. Donc dans le monde du trading, les instruments financiers sont achetés, vendus sur les places boursières, ou de gré à gré en passant par un intermédiaire, mais aussi dans des dark pools. Donc les dark pools sont gérés par des sociétés privées comme Instinet, des grandes banques d'investissement comme Goldman Sachs, ou même des bourses comme BATS. Les dark pools peuvent être considérés comme des marchés privés sur lesquels les carnets d'ordre ne sont pas publiés. D'un autre côté, les dark pools ne sont pas pour autant complètement opaques. Le régulateur, donc la SEC par exemple aux États-Unis, surveille ces marchés privés et les transactions finissent aussi par être publiées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dark pools représentent aujourd'hui de l'ordre de 30% des transactions des marchés actions par exemple aux États-Unis, donc c'est très important. À l'origine, pourquoi ils ont été créés? C'était d'une part pour court-circuiter les institutions, donc les marchés, les brokers, et surtout pour pouvoir passer des ordres de taille très importante sans avoir un impact sur le marché. Quelqu'un qui souhaite vendre ou acheter une quantité importante d'un certain actif, s'il le fait sur un marché public, évidemment, ça peut être quelque chose qui peut affecter le cours d'une manière importante. Donc là, l'idée, c'est de faire ça d'une manière privée sans que ça soit publié. On pourrait croire que les sociétés de trading haute fréquence ne sont pas présentes sur les dark pools, et pourtant elles le sont bien. D'ailleurs, certaines sociétés de trading haute fréquence gèrent leur propre dark pool. Donc on va revenir maintenant au trading. Donc le marché publie les transactions ainsi que les changements sur les carnets d'ordre. À partir de ce moment, on a 5 étapes qui ensemble constituent le cycle de trading. Donc la première étape consiste à récupérer les données du marché, les décoder et les mettre en forme pour qu'elles puissent être consommées par les ordinateurs de trading. La deuxième étape consiste à reconstruire et analyser le carnet d'ordre. La troisième étape consiste à prendre la décision de trading en analysant le carnet d'ordre, son historique, voire des éléments externes. Puis va venir le placement ou l'annulation des ordres d'achat et de vente. Et enfin, l'analyse des risques sur ces ordres qui va se faire à la volée. On va par exemple vérifier les volumes, on va vérifier le prix pour savoir si par exemple le prix est cohérent par rapport au carnet d'ordre courant. Enfin, les ordres arrivent au marché. Aujourd'hui, ces 5 étapes peuvent être réalisées en quelques microsecondes. Donc une microseconde, c'est 1/1000e de seconde. Donc en quelques millionièmes de seconde, tout ce cycle de trading, ces 5 étapes peuvent être réalisées. Là, on parle du temps qui s'écoule entre le moment où le marché publie un changement du carnet d'ordre jusqu'au moment où le nouvel ordre est soumis au marché par une société de trading haute fréquence. Donc c'est extrêmement rapide. Alors évidemment, tout ça c'est bien d'être rapide, mais la question pour vous, pour les traders en tout cas, c'est de savoir quel est l'impact. Donc quel est l'impact de cette basse latence, quel est l'impact de ces traders haute fréquence. Ce qui est intéressant, c'est que déjà d'une part, quand vous regardez le carnet d'ordre, en fait, ce n'est qu'une image du passé. Donc c'est un peu comme si vous regardiez un ciel étoilé, sauf qu'il s'agit d'un passé un peu plus récent. On ne parle pas d'années-lumière, mais de quelques millisecondes. D'un autre côté, dans le monde du trading, une milliseconde, c'est un peu une année-lumière. Donc à nouveau, une société de trading haute fréquence peut exploiter un changement de carnet d'ordre en quelques microsecondes. Comme dans un ciel étoilé, il est probable que certains ordres que vous voyez à l'instant T aient déjà disparu du carnet d'ordre. L'autre aspect qui est assez important, c'est que les ordres au prix du marché ne sont pas concernés par le trading à haute fréquence. Pourquoi? Parce que les ordres sont envoyés directement au marché par votre broker et l'ordre sera certainement exécuté sans être publié dans le carnet d'ordre. Donc il existe évidemment 2 exceptions. L'ordre est très très gros, à ce moment-là, il peut pas être, il va saturer le carnet d'ordre quelque part et il va être partiellement exécuté. Ou alors votre broker est en cheville avec une société de trading haute fréquence. Et en fait, ça s'est déjà produit ce type d'histoire dans les années 2000 en particulier. E-Trade, qui est un gros broker aux États-Unis, avait utilisé Citadel comme broker pour placer des ordres de ses clients sur le marché. Bon, autant dire que Citadel en avait bien profité. Heureusement, ces pratiques n'existent plus. Donc en général, seuls les ordres limites sont concernés par le trading haute fréquence.
puisqu'ils ont évidemment toutes les chances d'être publiés dans le carnet d'ordre. Bon, maintenant on va faire une petite pause. Ça fait pratiquement un quart d'heure que je parle. On en est en gros à la moitié de la présentation. Et je regarde en fait assez rapidement les questions. Oui, alors tout à fait, une question de la part de visiteurs par rapport aux autres traders haute fréquence. Que leur fournit votre société, donc Novaspark? Oui, donc en fait, Novaspark n'est pas une société de trading haute fréquence, hein. Nous, on est un fournisseur, c'est-à-dire qu'on on fournit des solutions basse latence. Et on reviendra, on aura quelques slides qui vont expliquer ça. Donc nous, si vous voulez, on va faire effectivement des solutions, hein, qui sont des solutions ultra rapides et donc qui touchent plus l'infrastructure, sachant qu'après nos clients sont soit des banques en fait, soit des sociétés de trading haute fréquence. Parfait, merci beaucoup. Donc, notre question, quelles conséquences du trading haute fréquence sur les traders, sur les trades des traders particuliers, sur les positions prises par les traders particuliers? Question également de la part de visiteurs. Oui, là c'est une question assez générale. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que les traders haute fréquence ont tendance à donner de la liquidité sur les marchés, et on va voir justement comment ils y arrivent, et aussi les market makers, hein, euh, et aussi quelque part ont tendance plutôt à réduire la fourchette, hein, sur les ordres d'achat et de vente. Donc ça, c'est une manière de le voir, c'est que ça permet finalement de placer des ordres avec un coût plus faible. Par contre, il faut être conscient que en général, là, on parle des titres qui sont déjà relativement liquides, hein, c'est-à-dire que les sociétés de trading haute fréquence s'intéressent assez rarement aux, aux titres qui sont peu tradés en fait sur les marchés. Merci beaucoup. Donc, peut-être une autre question avant de continuer. Donc, concernant les architectures informatiques, est-ce qu'elles sont virtualisées? Alors là, c'est une question assez générique. Alors virtualiser, je sais pas si c'est un rapport avec le cloud, hein, mais bon, c'est ce qu'on va voir dans les transparents suivants. Mais globalement, quand on fait du trading haute fréquence, la latence est extrêmement importante. À nouveau, si on cherche à faire un cycle de trading en 5 microsecondes, tout doit être par définition local. Donc on ne doit pas typiquement s'amuser à utiliser un logiciel qui serait mis dans un cloud, en mode SaaS ou ce genre de choses. Donc on est obligé finalement de tout faire en local. Et quand je dis en local, c'est carrément dans le data center du marché, de la place boursière. Parfait, merci. Donc, les auditeurs, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On poursuit la présentation et Luc répondra à vos questions au cours de cette présentation. Oui, donc on va aborder la deuxième partie de la présentation. J'essaie de donner un petit peu de perspective. Bon, en fait, l'histoire des sociétés de trading haute fréquence, c'est un peu l'histoire des petites sociétés qui ont identifié une rupture technologique et un marché niche. En l'occurrence, là, on parle des sociétés de trading haute fréquence qui ont réussi à prendre une partie des commissions des institutions financières, les marchés, les brokers, en étant finalement plus intelligentes et plus rapides, en mettant en place des technologies ultra rapides. Donc elles ont été plus agiles, et puis quelque part elles ont réussi à prendre évidemment pas des parts de marché, mais elles ont réussi à gagner de l'argent en étant plus agiles. La question, c'est comment ces petites structures ont finalement réussi à soutirer autant d'argent, parce que là on est en train de parler quand même de plusieurs milliards de dollars, et en particulier à la fin des années 2000, le HFT s'était évalué à entre 5 et 10 milliards de dollars par an quand même de bénéfices, donc c'était quand même quelque chose d'assez conséquent. Et quelle rupture technologique leur a permis d'y arriver. Donc là, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc je vous ai parlé du passage des marchés en mode électronique, mais il existe aussi d'autres facteurs qui ont favorisé le développement du trading haute fréquence. Dans un premier lieu, la multiplication des places boursières, résultant d'un désir en fait des gouvernants de créer plus de concurrence. Donc on est passé, mine de rien, dans les 10 dernières années, de 40 à plus de 200 places boursières. Donc c'est quand même assez énorme. Et évidemment, ces bourses, elles se battent pour attirer les investisseurs. Elles sont prêtes à donner des remises importantes à ceux qui font vivre les cours, donc les fameux market makers.
D'autre part, une course a été lancée pour réduire le pas de cotation. Donc là, on parle de passer aux centimes, aux cents, aux yens. Ça a permis de réduire la fourchette, le spread, hein, mais a aussi généré des opportunités de gains, faibles certes quand ils sont pris individuellement, mais qui peuvent devenir très importants quand les transactions sont répétées à l'infini. Enfin, les marchés se sont mis à proposer des services de colocation, revenant à offrir une partie de leur espace dans les data centers. Donc la possibilité de se connecter directement, donc localement au flux de marché à travers un simple câble Ethernet RJ45, donc exactement les mêmes câbles que vous utilisez dans vos bureaux pour connecter votre ordinateur. Donc comment est-ce qu'on obtient de la basse latence? Donc on a vu la colocation, donc ça c'est vraiment la base, hein, pour faire du trading haute fréquence, il faut vraiment être connecté directement dans les locaux du data center. Mais au-delà de ça, quelles sont les différentes technologies que l'on va mettre en place pour réduire au minimum la latence? D'une part, on va utiliser en fait une technique qui va permettre de récupérer directement les données et les décoder les données du marché. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que certains marchés fournissent différents services, donc soit en local dans un data center, soit à distance. Euh, et même en local, en fait, vous pouvez avoir plusieurs types de services qui sont plus ou moins rapides. Donc évidemment, les plus rapides sont les plus chers. Un autre aspect, c'est les routeurs, donc les routeurs basse latence. Donc là, l'idée, c'est de prendre le flux du marché et de le répliquer en quelques nasosecondes. Alors pourquoi c'est important de le répliquer? C'est qu'on veut l'envoyer à des dizaines d'ordinateurs qui vont faire effectivement, qui vont exécuter la stratégie de trading. Ensuite, vous avez les ordinateurs. Donc là, les ordinateurs, typiquement, on va essayer de prendre vraiment les meilleurs ordinateurs possibles, hein, le top du top, comme on dit. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette industrie, on va utiliser énormément de PC qui sont ce qu'on appelle overclockés. Donc, on va utiliser des PC de compétition qui sont capables de monter carrément à 5 ou voire plus gigahertz au niveau de la vitesse du processeur. Une autre technique importante, c'est ce qu'on appelle le matériel configurable. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser des circuits, ce qu'on appelle des FPGA. Et ces circuits sont un peu des circuits caméléons qui peuvent être configurés, reconfigurés à façon pour réaliser des fonctions matérielles très rapidement. Et l'avantage d'utiliser ces FPGA, c'est que on va être capable de paralléliser les traitements et aller beaucoup plus vite qu'un ordinateur qui exécuterait du logiciel. Donc ça, c'est justement la spécialité de Novasparks, hein, c'est l'accélération des parties du trading, du cycle de trading par FPGA. Et puis enfin, un dernier point qui est important quand vous faites justement du trading sur plusieurs marchés en parallèle, par exemple sur les 11 marchés actions aux États-Unis, eh bien vous avez besoin d'avoir des moyens très rapides de connexion entre les différents marchés, entre les différents data centers finalement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, on a utilisé la fibre. La fibre permet d'atteindre la moitié de la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, en fait, ce qui est extrêmement utilisé, c'est les connexions micro-ondes. Donc là, on parle de connexions qui permettent d'atteindre les 2 tiers de la vitesse de la lumière et donc d'économiser les précieuses millisecondes pour aller d'un data center à un autre data center. Donc maintenant, on a une super infrastructure de trading, basse latence. Et la question, c'est comment exploiter la basse latence et finalement l'accès aux données de marché avant les autres pour gagner de l'argent. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas si facile. Tout le monde pense en fait à l'exemple de Nathan Rothschild avec ses pigeons voyageurs qui avait réussi effectivement à faire sa fortune à l'époque en exploitant les informations sur le résultat de la bataille de Waterloo. Mais en fait, d'une part, il s'agissait d'une manipulation du cours, et d'autre part, la stratégie dépendait pour l'essentiel d'un accès rapide à une information externe. Donc c'était pas, on n'exploitait pas des informations sur un carnet d'ordre. Donc là, en l'occurrence, c'était la victoire ou non de Wellington contre Napoléon à la bataille de Waterloo. Donc ici, on va s'intéresser à des choses tout à fait légales, à des choses tout à fait licites. D'abord, on va parler du market making. Donc c'est vraiment très simple, hein. Pour l'essentiel, il s'agit de devenir juste un intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs.
en plaçant des ordres qui réduisent la fourchette dans un carnet d'ordre. Donc quand le cours bouge, il est crucial d'être capable d'annuler les ordres pour suivre évidemment le marché, d'où l'importance d'avoir évidemment une infrastructure basse latence. Ensuite, l'arbitrage multimarché. Cette fois-ci, imaginons que l'on est en train de faire du trading haute fréquence sur plusieurs marchés. On va exploiter la multiplicité des marchés, par exemple aux États-Unis, où le titre Google peut être tradé sur 11 marchés actions différents. Quand on voit un ordre de vente important arriver sur un marché localement, eh bien on va utiliser son infrastructure de trading basse latence pour placer des ordres d'achat sur les marchés distants, les 10 autres marchés distants par exemple, en espérant être capable ensuite de les revendre à celui qui avait acheté les actions sur le marché local. La troisième technique, elle est un peu plus classique, je dirais. Il s'agit simplement d'utiliser une variation significative sur un indice, un taux de change, une matière première, et parier sur une réaction des marchés sur d'autres classes d'actifs, comme les actions par exemple. Donc là, c'est des choses que l'on fait typiquement dans ce que font les traders manuels d'une manière assez classique. Simplement, on va utiliser à nouveau l'infrastructure que l'on a pour connecter finalement un marché matière première, un marché action, et prendre des décisions le plus vite possible. Ce qui est important et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les traders haute fréquence adorent la volatilité. Que la bourse monte ou qu'elle descende, peu importe, mais ce qui est important, c'est que ça bouge. Donc l'annulation des ordres, donc ça c'est aussi un sujet très intéressant qui a généré pas mal de controverses encore récemment. Donc évidemment, il est inhérent à la stratégie de market making et aux stratégies d'arbitrage en général. Pourquoi? Quand vous êtes un market maker, ce que vous faites, c'est que vous placez des ordres de vente et d'achat pour réduire la fourchette. Si évidemment le cours de l'action varie, il va falloir ajuster les ordres, il va falloir annuler rapidement les ordres, enfin de nombreux ordres à l'achat ou à la vente. Maintenant, imaginez que vous êtes un market maker sur les fameux 11 marchés actions aux États-Unis. Vous êtes obligé en fait de suivre ces 11 marchés et vous vous retrouvez finalement à annuler un nombre très important d'ordres toute la journée. Donc là, par exemple, c'est une pratique assez courante de voir que plus de 90% des ordres sont annulés aux États-Unis sur les 11 marchés actions, ce qui peut paraître évidemment à première vue totalement aberrant. C'est la raison aussi pour laquelle, quand on compare l'activité des places boursières, on utilise comme métrique les volumes sur les transactions et non les ordres placés, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens. Donc on a vu les stratégies légales, on a vu pourquoi les ordres, enfin autant d'ordres étaient annulés, en particulier par les stratégies de market maker. Maintenant, je vais vous donner 3 exemples de manipulation de cours. Donc là, on parle bien de choses illégales. Donc le premier consiste en fait à envoyer un nombre très important d'ordres limites qui ne sont pas censés être exécutés et de les annuler très rapidement pour augmenter les volumes de données publiées par les marchés et ainsi ralentir ses concurrents. Donc évidemment, cette technique n'est utilisable que si votre plateforme de trading est la plus rapide et la plus déterministe. Par ailleurs, il est très difficile de déterminer finalement s'il s'agit d'une manipulation ou d'une stratégie de market making. Donc ça, c'était ce qu'on appelle le bourrage d'ordre. La deuxième manipulation consiste à envoyer des ordres d'achat avec des volumes faibles, mais avec des prix de plus en plus élevés, et de vendre ensuite un grand paquet d'actions au dernier prix donné dans les ordres d'achat. À noter que cette technique elle est utilisée d'une manière classique, elle a été utilisée par des traders manuels. Donc évidemment, elle n'a pas l'apanage des sociétés de trading haute fréquence, mais à nouveau, la basse latence permet de faire ça d'une manière efficace. La troisième manipulation consiste à créer en fait une illusion de la demande ou de l'offre, c'est pareil. Donc là, pour la demande, on va placer des ordres de vente importants sur un marché qui n'est pas encore ouvert et de placer des ordres d'achat sur des marchés qui, eux, sont déjà ouverts. Et puis, on va annuler les ordres de vente sur le premier marché juste avant son ouverture. Donc là, c'était 3 exemples de manipulation. Évidemment, ce sont des choses totalement illégales et répréhensibles. Mais à nouveau, ce qui est important de voir, c'est que ce sont des choses qui peuvent être finalement aussi pratiquées par des traders manuels. Pour finir, avec la présentation, vous verrez qu'il y a eu de nombreux articles ou de nombreuses émissions à charge.
sur le trading haute fréquence. C'est assez facile effectivement de blâmer les gens qui font du trading haute fréquence. C'est aussi une source inépuisable pour les journalistes en balle de sensation. D'un côté, on peut estimer que le trading haute fréquence ne fait que parasiter à la marge le système financier, il n'apporte rien de nouveau, il ne produit rien. Certains estiment même qu'il peut accélérer les crashs boursiers. D'un autre côté, le trading haute fréquence donne de la liquidité au marché, il permet aussi de réduire les fourchettes et finalement les prix des transactions. Enfin, il faut aussi être conscient que ça fait vivre une industrie qui utilise finalement une partie infime des transactions financières, on parle de quelques milliards de dollars de chiffre d'affaires, des miettes par rapport aux commissions des marchés ou des brokers, et une goutte d'eau en tout cas dans l'océan des transactions réalisées en une année. Donc si on représentait l'ensemble des transactions dans le monde par un océan, les commissions des marchés et brokers seraient les vagues, et puis les gains des sociétés de trading haute fréquence seraient l'écume des vagues. Autre chose aussi à bien se remémorer, c'est le fait que les traders haute fréquence gagnent de l'argent uniquement pendant les tempêtes. Voilà, j'ai fini ma présentation et je vous remercie de votre attention. Alors il y a un certain nombre de questions. Alors, en effet, plusieurs questions. Alors, qu'est-ce que le spoofing? Enfin, est-ce que c'est du spoofing, justement? Oui, là c'est une technique effectivement illégale, une technique de manipulation des marchés hein, qui consiste à envoyer en fait à bourrer le marché avec des ordres ou influencer le marché. Autre question, vu les besoins en calcul, utilises-tu des stations de calcul multi-GPU? Oui, donc les GPU, donc là on parle du chip graphique qui est à côté du CPU classique Intel. Hein, donc ça peut être du Nvidia, ça peut être de l'AMD et effectivement certains vont utiliser ces circuits graphiques, non pas pour faire des jeux vidéo cette fois-ci, mais pour effectivement accélérer des algorithmes. Pourquoi? Parce que ces circuits graphiques offrent finalement des capacités de parallélisation de code assez importantes. C'est utilisé d'une manière relativement faible, je dirais, aujourd'hui par l'industrie. Ça existe, mais c'est pas, je dirais, c'est pas vraiment le mainstream aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des solutions utilisées d'une manière assez anecdotique. Est-ce que le trading haute fréquence, est-ce que ces trades de fréquence sont souvent à l'origine de l'application des baisses ou hausses de marché, selon toi? Je pense pas. Je pense que à nouveau, quand on comprend par exemple l'approche de market making, hein, où l'idée c'est vraiment d'arriver à combler finalement l'écart, la fourchette entre les ordres de vente et d'achat. Bon, évidemment, il y a certaines sociétés qui peuvent évidemment profiter d'une baisse importante. À nouveau, faut être conscient que quand il y a des baisses importantes et des hausses importantes, c'est là où il y a le plus d'opportunités pour les traders haute fréquence. Maintenant, il faut être conscient aussi qu'ils jouent sur des pouillèmes. Hein. Ils sont en train de jouer sur des centièmes de cents, de centimes d'euros, etc. Donc finalement, ce qui va créer le crash, c'est quand même un ordre très important. Quelqu'un qui va déboucler une position, quelqu'un qui va effectivement acheter ou vendre énormément d'actions à un prix, et c'est ça qui va plutôt en général mettre à mal un marché. Question de la part de FRTY. Bonjour, quel coût de transaction pour le trading haute fréquence? Le coût de transaction, alors là je suis pas sûr de comprendre la question, je vais essayer d'être créatif. Le coût de transaction, ce qui est certain c'est que le trading haute fréquence a baissé le coût des transactions de manière générale depuis une dizaine d'années, hein, pour les raisons que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Après il faut être conscient que les gens qui font du trading haute fréquence le font pour eux, c'est-à-dire que finalement ce ne sont pas des brokers, hein, donc ils n'offrent pas de service à des particuliers. Et sachant qu'à nouveau, ce sont des coûts d'infrastructure monstrueux. Hein. Mettre en place une infrastructure de trading haute fréquence, on parle tout de suite, enfin le ticket d'entrée, c'est tout de suite des millions et des millions de dollars, hein, d'euros, comme vous voulez. Autre question de la part de Jean, selon vous, le trading manuel a-t-il un avenir compte tenu de l'ensemble de ces systèmes complexes et ultra rapides? Bah, quelque part, une manière de le voir, c'est le trading manuel. Toutes les stratégies
finalement sont d'abord manuelles avant d'être automatisées. Donc certaines stratégies peuvent être automatisées parce que c'est relativement facile, et puis d'autres stratégies sont beaucoup plus complexes. Peut-être réclament plus de connaissances générales des marchés et sont pas uniquement basées sur la vitesse. Et donc là, je pense qu'il y a toujours effectivement un avenir pour le trading manuel. Une autre question justement de la part de visiteurs qui dit que les ordinateurs de la Bourse de Paris Euronext sont basés à Macédoine, près de Londres. Y avez-vous installé vos structures juste à côté pour diminuer la latence? Pas à côté et dedans, forcément. C'est l'intérieur des data centers à nouveau, hein. Les traders haute fréquence sont dans les data centers, ou les market makers, ou les banques d'ailleurs. Autre question sur le chat, il y a plusieurs questions, je vous remercie. Il n'y a pas d'effet de domino, comme un robot qui s'emballe, l'autre robot s'emballe. À nouveau, les robots, enfin, ce sont des ordinateurs, hein, des PC, hein, qui vont exécuter des algorithmes. Ces algorithmes reprennent finalement des stratégies qui étaient faites enfin, en mode trading manuel. Donc après, à nouveau, ce qui crée souvent enfin pas souvent, dans je dirais 99% des cas, les crashs, hein, c'est effectivement une grosse vente ou un gros achat sur énormément d'actifs, et c'est ça qui effectivement pose un problème. C'est là où il faut certainement définir des limites, et c'est vrai que du point de vue régulation par exemple, il est important d'être capable par exemple de définir des limites, donc d'arrêter en fait comment dire, sur un certain titre par exemple, de le sortir de la cote, mais d'être capable de le faire le plus rapidement possible. Donc ça veut dire que le régulateur doit aussi être capable, ou le marché en tout cas, de prendre des dispositions ultra rapidement, et donc doit aussi avoir, et c'est le cas, hein, je vous rassure, hein, les marchés utilisent aujourd'hui énormément d'ordinateurs très performants, utilisent aussi des FPGA par exemple dans leurs infrastructures, et sont capables de réagir extrêmement rapidement. Alors, autre question, dans vos ordinateurs, utilisez-vous des cartes Tesla, NVIDIA? Alors là, c'est pas nos ordinateurs, c'est éventuellement les ordinateurs de nos clients. Comme je disais tout à l'heure, hein, toutes les cartes, certains de clients ou certains traders haute fréquence utilisent le GPU. C'est relativement anecdotique à nouveau, hein, on parle pas de. Je pense que la plupart utilisent en réalité plutôt des serveurs de manière classique. 10% peut-être utilisent des FPGA, et peut-être 1% vont utiliser des GPU. Est-ce qu'ils utilisent du Nvidia? Certainement, les cartes Tesla, bah certainement, puisque ce sont les dernières a priori qui sont sur le marché. Donc en général, les sociétés de trading haute fréquence vont utiliser toujours le meilleur, le top du top. Question de la part de Homer, tous les ordres apparaissent-ils dans le tape? Alors là, c'est une question. Le tape, c'est aux États-Unis, hein, typiquement sur ce qu'on appelle le SIP, c'est-à-dire comment dire, le système qui permet de consolider finalement tout ce qui vient des marchés, et ce qui inclut effectivement les comment dire, les dark pools. Alors les dark pools n'envoient que les résultats des transactions, mais pas les ordres en fait. Alors, donc, ils sont utilisés aussi sur des actions en direct. Question sur les actions. Tout un tas de questions ici. Alors, je vais poster celle-ci qui est très très longue. Je la lis. Alors, bonjour. On voit d'après votre présentation que les particuliers sont des années-lumière en termes d'outils par rapport au HFT ou market maker, et que les dés sont pipés puisque ces derniers ont vu, etc., etc. Quels outils et quels horizons d'investissement conseillez-vous concrètement, comment le particulier, quels conseils vous pouvez donner aux particuliers qui n'ont pas accès à tous ces outils? Ouais, enfin, je pense qu'il faut dédramatiser. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de centimes d'euros, hein. C'est-à-dire que finalement, à nouveau, le business model des traders haute fréquence, c'est quoi? C'est d'exploiter l'écume des vagues, hein. Donc, enfin, je pense que pour un trader manuel, ça a relativement peu d'importance. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand vous passez des ordres au marché, de toute façon, ça n'a aucun impact. Ça peut avoir un impact uniquement sur des ordres limites finalement. Et puis quand vous êtes, je dirais, sur un marché en local, comme par exemple sur le CAC 40, bon finalement c'est relativement tranquille. Je pense que c'est plus difficile aux États-Unis, où justement il y a
une multiplicité des marchés actions où vous pouvez à nouveau trader le titre Apple par exemple sur 11 marchés différents. Et donc vous en tant que trader, vous voulez être sûr que vous allez récupérer évidemment le meilleur prix sur le meilleur marché. Alors pour faire suite justement à cette réponse, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Où sont situés les data centers géographiquement? Comment analysez-vous ce qui est passé au flash crash de mai 2010 par rapport au trading haute fréquence? Qu'en est-il des bugs informatiques? Le 100% fiable n'existe pas. 3 questions. Très bien. Data center, très bonne question. flash crash. Donc le data center, ils sont répartis un peu partout. En général, pour des raisons économiques, on essaie de les sortir. Donc si je prends par exemple l'exemple de Wall Street, évidemment le data center de NYSE, il n'est pas à Manhattan. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais il n'est plus à Manhattan. Le data center, il est dans le New Jersey, donc c'est un peu moins. C'est pas trop loin. Ça voilà, ouais, c'est pas très loin, mais bon, c'est un peu différent, quoi, on va dire. C'est comme autre question. Comment analysez-vous le crash de 2010, de le mai flash 2010? crash de 2010. Bon le flash crash de 2010, c'est vraiment effectivement quelqu'un qui a vendu très rapidement un peu trop un peu trop d'actions. Je sais plus si c'était des actions et donc ça s'est traduit par un emballement du marché. Maintenant ce qu'il faut être conscient, c'est que quelque part le marché s'est rééquilibré extrêmement rapidement. Donc en l'espace de mémoire, on est en train de parler de moins d'une minute, le marché s'est effondré et s'est remis sur ses jambes, je dirais. Est-ce que le trading haute fréquence a été finalement accéléré finalement ce flash crash? Pas forcément. Je pense que après il faut être conscient justement, simplement que le marché maintenant il est électronique, il est plus effectivement manuel, donc les choses vont effectivement très très vite. Et après la troisième question, alors y a-t-il des bugs, les bugs informatiques. Donc ça c'est effectivement, c'est vraiment une très très bonne question, en particulier quand on compare, parce que là on parle quand même de choses assez importantes, mais bon ce n'est pas que pour du trading haute fréquence, pour les gens qui font aussi du trading algorithmique ou pour des gens qui font même pourquoi pas du trading manuel, il faut effectivement tester les choses. Certains l'ont appris à leurs dépens, hein. D'ailleurs une société comme Nike Capital par exemple avait perdu 400 millions de dollars en lançant en production un logiciel qui n'avait pas été complètement testé. Donc là il est important évidemment quand vous faites ce genre d'activité d'avoir une qualité sur les outils que vous utilisez, vous développez, qui soit extrêmement bonne. Il faut être capable de tester les choses. Donc typiquement, les gens vont tester les choses pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois avant de les mettre en production et s'assurer qu'effectivement tout va se passer correctement. Maintenant, il faut être conscient qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes niveaux d'exigence que l'avionique ou l'automobile. Les gens s'amusent pas à prouver formellement le comportement des algorithmes, contrairement à un avion. Et s'amuse pas à prouver formellement que on va pas passer un ordre qui est complètement hors spec, hors spécification. Alors une question toujours sur ce sujet. Les gérants de fonds traditionnels utilisent vos services pour diluer ou cacher leurs ordres d'achat, version ordre iceberg. Je sais pas si. Oui, les ordres iceberg en fait sont des ordres qui sont passés sur les dark pools typiquement. Donc typiquement quelqu'un veut passer un ordre d'achat ou de vente qui est très important et donc va utiliser un ordre iceberg pour sur un dark pool. Iceberg ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une partie simplement de l'ordre va être publiée et le reste restera finalement non publié. Je dirais que ça nous concerne moyennement, hein, dans le sens où là on parle de toute façon plus de dark pool, donc il n'y a pas vraiment d'outils en fait pour analyser par définition le carnet d'ordre, puisqu'on parle de dark pool. Alors, question générale, y a-t-il encore un avenir pour le trading manuel lorsque les auditeurs prennent conscience? En fait j'y ai déjà répondu, hein, effectivement. À nouveau, on peut voir le trading manuel comme finalement l'endroit où on va tester toutes les stratégies, hein, d'abord vérifier que ça a un intérêt et puis
Bon, je pense qu'il y a, l'automatisme. voilà, et parfois c'est pas automatisable, donc on continue à faire du trading manuel. Donc il y aura toujours du trading manuel et il y aura toujours du trading automatique. D'ailleurs, c'est assez intéressant de regarder l'évolution depuis finalement 5 ans, depuis 2010. Je pense qu'il y a une sorte d'équilibre naturel qui s'est fait entre le trading haute fréquence et algorithmique, et puis le trading manuel. Aujourd'hui, on est dans les 50-50 quand on regarde un peu toutes les classes d'actifs. Alors, je prends le relais pour la suite des questions. Par rapport à l'impact, c'est répondu. Non, j'ai pas. Oui, Alors, quel est l'impact du trading haute fréquence sur le forex, devises et indices et matières premières, sur les marchés financiers dans les grandes lignes? À nouveau, je pense que l'impact est très très faible. Je pense que le trading haute fréquence aujourd'hui s'intéresse à l'écume des vagues, donc bon, ça fournit de la liquidité. Bon, par définition, le forex c'est quand même liquide déjà à la base, donc surtout si vous tradez dollar-euro, ça devrait pas être très difficile de trouver les contreparties. Donc bon, je pense que ça n'a pas un impact très important. Est-ce que du coup, il ne serait pas à l'origine de la grosse baisse du mois d'août? Ça c'est intéressant comme théorie. Non, je pense que la grosse baisse du mois d'août, elle était peut-être due à des facteurs externes, mais pas, je dirais, au fonctionnement interne des bourses ou au trading haute fréquence. Quel serait le matériel idéal selon vous pour un PC, donc pour un ordinateur, pour un particulier, carte graphique et processeur, hormis les PC à 3000 € vendus par des personnes Gnet, donc qui prennent les gens par les personnes Gnet? Bon, voilà, on sort du sujet. Là, en gros, vous me demandez. Matériel, en gros, quel matériel pour. Après, ça dépend ce qu'on cherche à faire. Hein. Est-ce qu'on fait plutôt du trading Est-ce que la partie graphique est importante Est-ce que la partie calcul Bon, après, je dirais il y a tellement de paramètres différents à prendre en compte. Et une autre question. On constate que les professionnels basent leur trading uniquement sur les volumes. Pourquoi, d'après vous, tient-on éloigné les particuliers de ce type d'outils? Je pense que les professionnels basent leur trading sur les volumes. Déjà, je suis pas sûr que ça soit une réalité, mais si c'est le cas, je pense que la motivation essentielle, c'est de réduire aussi les frais des marchés, de commissions, etc. Donc après, c'est assez logique. On utilise les volumes pour augmenter les marges. C'est un grand classique. Mais à nouveau, je suis pas sûr que ça soit forcément la réalité. Je suis pas forcément la meilleure personne pour en parler de toute façon. Je vous remercie. Peut-être un mot pour conclure, Luc Burguin, car comme vous savez, hein, la journée de conférence en ligne s'enchaîne et dans quelques minutes il y aura Olivier Forgue de Forgue Gestion. Un mot peut-être pour conclure, notamment sur Novaspark. Un petit mot pour conclure. En fait, j'ai un petit slide de conclusion. Si on se remet un peu sur les slides, ce qui est intéressant, c'est que les technologies utilisées par le trading haute fréquence sont aussi utilisées pour d'autres applications. Donc il y a d'autres applications qui bénéficient des progrès réalisés en matière de basse latence. Il y en a au moins deux. Donc la première, c'est donc les deux d'ailleurs sont dans le transport. La première, c'est le contrôle aérien, hein, tout ce qui est radar, tout ce qui est arrivé à analyser évidemment les comment dire finalement les courses des différents avions, etc., et éviter qu'il y ait des crashs, hein, parlant de crash. Et puis après, la deuxième chose qui est très à la vogue ces temps-ci, c'est la voiture sans conducteur, donc le transport automatisé. Où là, à nouveau, on est dans une approche où on a des flux de données qui sont importants. Hein. Typiquement sur une voiture, on va avoir des caméras vidéo, on va avoir tout un tas de choses qui vont fournir des données à un système centralisé. Et évidemment, ces données doivent être données avec une latence la plus faible possible. Et donc finalement, on retrouve un peu les mêmes problématiques que l'on a quand on fait du trading haute fréquence. Donc la bonne nouvelle, c'est que en termes de technologie, il y a d'autres industries, d'autres applications qui vont bénéficier aussi de tout ce travail qui est fait par le trading haute fréquence. Parfait, merci beaucoup Luc Burguin, donc Luc Burguin de Novaspark. C'est un plaisir de vous avoir reçu
Et à bientôt, je l'espère. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Luc sur Novaspark. Et la conférence en ligne Daily FX FXM se poursuit dans quelques minutes avec Olivier Forgue de Forgue Gestion pour les prévisions moyen terme d'un point de vue fondamental. Donc je vous invite à rester nombreux dans cette salle de trading. À tout de suite. Merci Luc Burguin. Merci, au revoir.